Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Réchauffement climatique, transition énergétique, économie d'énergie sont des enjeux essentiels pour les années à venir. Aujourd'hui, de nombreux acteurs sont concernés et en France, on est un petit peu à la pointe. Alors, il y a eu la COP21 il y a plus de 2 ans et en décembre dernier, il y a eu le One Planet Summit qui a regroupé énormément d'acteurs et décideurs avec un mot d'ordre, la finance publique et privée au service de l'action climatique. Il y avait donc de nombreuses entreprises présentes, dont Enedis. Michel Dardevet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Enedis. Alors, Enedis, tout le monde connaît la marque. Vous êtes dans l'électricité, mais quel est votre métier exactement? Nous sommes gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, c'est-à-dire c'est le réseau basse et moyenne tension. C'est le réseau qui part exemple, de votre compteur et qui va jusqu'au réseau électrique de transport qui, lui, c'est une autre entreprise, gère les interconnexions avec les pays voisins. Et donc, on est sur le continent, sur la France continentale, on est concessionnaire de syndicats d'électricité qui possèdent le réseau et qui l'ont concédé depuis 1946, d'abord à EDF, et puis nous sommes une filiale d'EDF depuis 2008. C'est ERDF puis Enedis aujourd'hui qui sont concessionnaires, qui gèrent ce réseau basse et moyenne tension. C'est un réseau qui fait quand même 1 300 000 km de ligne, donc c'est un réseau qui est assez vaste et dense, qui arrive dans tous les territoires ruraux comme urbains, et qui est géré à travers une règle, la péréquation tarifaire, qui est une règle homogène, qui fait que sur votre facture, vous allez payer une partie qui est consacrée aux dépenses d'acheminement d'électricité. Mais quand on parle de transition énergétique, là aussi, vous avez un rôle essentiel. C'est qu'aujourd'hui, vous récupérez de nouvelles énergies, c'est ça? Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que le réseau, pendant des décennies, ça a été un réseau plutôt vertical, qui a cheminé l'électricité produite de manière centralisée, puis qui est, en cascade, arrivé jusque chez vous. Depuis 10-15 ans, ce qui s'est passé comme mouvement de fond dans la société française, c'est le développement de moyens de production décentralisés, territorialisés, à travers les énergies solaires, l'énergie éolienne. Et tous ces moyens de production décentralisés, renouvelables et décarbonés, ils sont implantés partout en France. Il y a aujourd'hui 360 000 sites qui sont raccordés au réseau d'Enedis. Et vous voyez, à travers ça, nous sommes devenus tout autant un réseau de collecte d'électricité qu'un réseau de distribution. Donc notre modèle est en train d'évoluer, notre entreprise est en train, bien Votre entendu, métier change. de changer, mais ça correspond à un moment important de la société. C'est pour ça que la transition énergétique, le changement climatique et le One Planet Summit, c'était en plein dans nos préoccupations. Donc vous étiez mobilisé, vous avez organisé un side event. Pourquoi? C'est une série de conférences? Alors un side event, c'est une réunion, on va appeler ça, la terminologie anglaise effectivement c'est side event. C'est une manifestation dans laquelle nous avons souhaité, à la veille du sommet qui rassemblait les chefs d'État et de gouvernement, faire échanger, permettre l'échange et la discussion entre des politiques. Il y avait la ministre britannique de l'énergie, Madame Perry, entre des industriels. Il y avait un de nos homologues qui est le représentant de toute la filière Smart Grid en Inde. Il y avait un représentant de la Banque africaine de développement. Il y avait des experts allemands. Il y avait l'ancien commissaire européen Andris Piebalgs. Il y avait Jean Jouzel, prix Nobel de la paix. Et l'idée, c'est que toutes ces personnes nous renvoient leur perception, bien entendu, de la transition énergétique, mais aussi leur vision des réseaux dans la transition. Le thème de notre table ronde, c'était les réseaux du futur, le futur des réseaux. Vous voyez, c'était l'idée de regarder cette problématique des réseaux, non pas repliée par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais avec un dialogue large avec toutes les parties prenantes. Alors, il y avait du beau monde. Nous étions présents et nous avons fait l'interview de quelques personnalités, notamment Jean Jouzel, un climatologue de renom, qui a reçu le prix Nobel de la paix au nom du GIEC en 2007. On lui a posé quelques questions. On l'écoute. Non, il faut vraiment se ressaisir. Si on veut, oui, effectivement, nous disons qu'il y a urgence. Si on veut que l'accord de Paris, l'objectif en soit respecté, de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, à long terme, eh bien, il faut agir tout de suite. Je crois que les gens ont du mal à comprendre que si on veut vraiment garder un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter, eh bien, on n'a plus que 3 ans pour agir. 3 ans pour agir, c'est vraiment l'idée que le pic d'émissions de gaz à effet de serre doit
on doit avoir passé ce pic en 2020 ou plus tard. Si on veut vraiment diviser par 3 ensuite nos émissions d'ici 2050, arriver à neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle, et ça c'est nécessaire si on veut respecter l'objectif de degrés. Il faut vraiment agir tout de suite et dire qu'il y a urgence, c'est vraiment quelque chose de réel qui s'appuie sur un consensus général de la communauté scientifique. Oui, tout le monde doit agir. Les États, le rôle des États, c'est à la fois de mettre en place des accords internationaux ambitieux comme celui de Paris, mais aussi après de les décliner dans leur propre pays en termes de loi, de législation. C'était le cas de la France. Nous avons la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui est tout à fait en phase avec l'objectif de la... Mais ensuite, il faut les mettre en œuvre. La mise en œuvre, eh bien, ce sont les collectivités locales, les entreprises, le système éducatif aussi très important, mais aussi le citoyen, qu'il soit organisé à travers soit organisé à travers des associations ou bien aussi à titre individuel. Mais voilà, tout le monde, on ne peut pas dire, il n'y a je veux dire, ce réchauffement climatique irrigue tous les secteurs d'activité et chacun d'entre nous sommes concernés. Mais c'est vrai que ça dépend de ce... Par exemple, les collectivités ont un grand rôle dans les décisions d'urbanisme, de transport. Mais bien sûr, celles-ci, il faut que les entreprises leur apportent des solutions. Donc on voit bien que, oui, c'est une solidarité à tous les niveaux, un ensemble. Et il faut que tout le monde y aille dans le même sens et que, je l'ai peut-être dit ici, si on voulait vraiment être capable de réaliser, de respecter cet objectif de Paris, il faudrait que chaque investissement aujourd'hui s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ça l'important. Il faut vraiment qu'on y pense sur... ce n'est pas... Et c'est un monde très attractif, la société sobre en carbone. C'est surtout pas un monde... Donc il faut rester optimiste. C'est un monde qui est possible et qui est extrêmement enthousiasmant pour les jeunes. Il faut beaucoup d'inventivité, de créativité, de recherche, d'innovation. Et donc voilà, c'est un peu aussi le message que je souhaite donner aux jeunes d'aujourd'hui qui vont rentrer dans la vie professionnelle. Eh bien, c'est aussi, moi j'aimerais bien être jeune aujourd'hui et avoir effectivement à assurer, à m'appliquer dans cette transition énergétique. À l'entendre, on voit qu'il y a urgence, une réaction peut-être ? Une réaction d'abord, c'est que le propos qu'on vient d'entendre de Jean Jouzel, c'était le 11 décembre dans l'après-midi. Le 12 décembre dans l'après-midi, à peu près au même moment, le lendemain, le président de la République démarre son propos sur la notion de rapidité et de réaction extrêmement prioritaire qu'il doit y avoir face aux enjeux de dérèglement climatique et de réchauffement de la planète. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas sur des problématiques à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Ça, c'était peut-être au démarrage des premières COP, quand le sujet climatique est arrivé sur la table. Aujourd'hui, on est dans la nécessité de passer du discours à la prise de conscience. Et deuxième réaction, c'est sur ce que Jean-Jouzel nous dit un petit peu après, c'est sur le rôle des acteurs. Et le rôle des acteurs, les entreprises, et bien entendu les entreprises énergétiques au premier plan, elles ne peuvent pas voir passer ce qui se passe en étant spectateurs. Elles doivent être mobilisées, elles, leurs salariés et puis leur écosystème, pour bien entendu faire bouger les lignes. Oui, à vous entendre, je vois qu'Enedis a eu une prise de conscience, et une prise de conscience parce que vous le constatez, que ces bouleversements climatiques impactent directement l'entreprise. Alors, on les constate bien sûr, et notamment si on regarde un petit peu la séquence en France des tempêtes. Vous savez, la grande tempête de 1999 qui a marqué les esprits avec un nombre important de départements qui ont été coupés pendant plusieurs jours. Mais plus récemment, nous avons des séquences de tempêtes extrêmement fréquentes, répétées, notamment sur les côtes atlantiques. Et donc, on voit qu'une entreprise comme Enedis, elle vit le changement climatique au quotidien dans son périmètre industriel, dans son domaine d'activité. Quand l'été 2016-2017, nous avons eu dans toutes les villes françaises des phénomènes de réchauffement climatique, on voit bien que ça impacte le réseau, parce que les câbles sont souvent sous les trottoirs et la chaleur peut endommager un certain nombre d'installations. Et donc, quand on écoute Jean Jouzel, quand il nous dit en France, à horizon de 2030-2040, il y aura peut-être dans l'est de la France des pics de consommation, des pics plutôt de chaleur à hauteur de 45, 50, 55 degrés dans les prévisions des climatologues, on se dit que, bien entendu, que le réseau doit intégrer tous ces paramètres, bien entendu avec le développement peut-être aussi sur les systèmes électriques de la climatisation dans le sud du pays, qui pourra amener à une gestion un petit peu plus complexe. Donc on voit bien que les paramètres ne sont pas... Le changement climatique
pour être clair, c'est pas que, loin de chez nous, c'est pas que des îles sur j'entends lesquelles bien, il y aurait mais, une montée du niveau de la mer, c'est aussi chez nous. J'ai l'impression qu'en France, tout le monde en a bien conscience, à travers le One Planet Summit et même les rencontres que vous avez organisées lors de vos conférences et side events du 11 décembre. Est-ce que ce constat est partagé un petit peu partout par les autres entreprises qui s'occupent de l'énergie par le monde? Je pense aujourd'hui, en tout cas, la journée du 12 décembre a été très marquante puisqu'il y a plusieurs entreprises qui se sont manifestées. Il y a eu une coalition d'entreprises françaises menée par le MEDEF qui a pris des engagements extrêmement forts pour par exemple, flécher la production à base de charbon et ne plus investir dans la production d'installations de charbon. Donc on voit qu'il y a partout dans le monde des entreprises qui se mobilisent. We are still in coalition américaine fournée à la fois de villes, d'États, de grands États, New York, Washington, Californie, de grandes collectivités qui bougent. Les maires, à travers le collectif que préside Anne Hidalgo, des maires dans des grandes villes de France, du monde plutôt. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Et je veux dire, les entreprises ne sont pas à côté de tout ça, elles font partie de l'écosystème qui évolue. Il faut que tout le monde bouge vite et ensemble, citoyens, entreprises et États. Il y avait un... C'est ce d'ailleurs, si je peux vous couper 2 minutes, c'est ce qui change aussi par rapport à le débat climatique d'il y a 10 ans ou 15 ans. Quand le protocole de Kyoto a été signé, quand la question climatique s'est invitée dans le débat politique, on voit bien que c'était plutôt un sujet de nature politique, diplomatique, chef d'État, de gouvernement, un dialogue entre États. Le changement aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, notamment depuis la signature de l'accord de Paris du 12 décembre 2015, c'est qu'on voit bien que la société s'embarque, les citoyens se mobilisent, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Et notre table ronde visait à montrer que sur la problématique des infrastructures, des réseaux, on était au cœur de cette mobilisation. Alors parmi vos invités lors de Side Event, il y avait également David Turk qui est de l'Agence internationale de l'énergie et qui a été aussi conseiller d'Obama. Et on lui a posé des questions sur sa vision des choses, si il avait une vision optimiste de l'avenir sur ces questions. So we've seen some phenomenally interesting trends recently that certainly give some room for optimism. Renewables costs have gone down significantly, solar PV and wind in particular, and the utilization of those resources, not only in the developed world, but in developing countries, emerging countries, has just been terrific the last several years. So we're seeing some very positive signs that things are improving. On the overall greenhouse gas emission side of things, we've actually seen a plateauing of greenhouse gas emissions from the energy sector over the last 3 years. That is steady, flat emissions, even though the global economy still continues to grow. That's the first time we've ever seen that in modern times, a decoupling from GDP growth with emissions themselves. That's the optimistic part of the equation. The challenging part is the reductions we need to achieve the Paris objectives are immense. We do a number of scenarios showing just how challenging to reach the 2-degree, well below 2-degree Paris objective really is. And so while we're making progress, we're not making it nearly at the pace we need to and the diversity of technologies that we need, the policy diversity as well, to really drive these trends at scale and at speed that we need. So again, optimistic that we're seeing some real signs of progress, but real challenges ahead. That's why it's going to require policymakers, corporations, NGOs, and citizens more generally around the world to really step up. Alors, David Turk semble plutôt optimiste. Et vous, M. Dernevet? Moi, je partagerai son optimisme quant à ces derniers propos, quant à la mobilisation mondiale. Faut quand même intégrer aussi le phénomène qu'il peut y avoir de prise de position aléatoire, éventuellement de tentation de recul. C'est la fameuse gifle de Trump Alors, je sais pas si aux accords de Paris. Voilà, je ne sais pas s'il faut la qualifier de gifle, mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut arriver aux objectifs qui sont les objectifs globaux, on ne peut pas se permettre d'avoir des hésitations.
Et le président Trump, récemment, en janvier, nous a dit qu'éventuellement il reviendrait dans le cadre de l'accord de Paris. Mais je veux dire, cette hésitation, même si elle est compensée aux États-Unis par une très forte mobilisation des États, des villes, des industriels. Michael Bloomberg, qui était le 12 à Paris, fait partie des grands industriels américains qui se mobilisent, qui derrière essayent de rendre irréversible l'accord de Paris. Mais même si cette partie-là de l'Amérique considère qu'elle est encore dans la bataille climatique impliquée avec les autres parties prenantes, on voit bien qu'il peut y avoir des hésitations. Le sujet de la Chine aussi est un sujet posé. La Chine, très vite, a intégré dans son propos le fait d'être une civilisation écologique depuis le 12e congrès du Parti communiste. Et en même temps, la Chine exporte aujourd'hui les centrales charbon, sa technologie charbon, ailleurs dans le monde. Donc on voit bien que parfois, il peut y avoir des propos ou des comportements qui sont... Il y a un énorme travail à faire. Il y a un énorme travail de vérification que ce et de qui est travail dit au niveau des hommes politiques n'est pas que du discours et que la pratique confirme le discours. Alors si on revient vraiment au niveau européen, aujourd'hui au niveau européen, on avance plus vite, les choses vont plus vite. L'Europe d'abord, elle a un très beau bilan, puisque à partir du début des années 2000, elle a eu une feuille de route, une ambition climatique forte. Nous sommes les premiers au plan mondial à avoir mis en place un marché du carbone, un marché des émissions de CO2 dès 2003. On voit qu'aujourd'hui, les Chinois envisagent un marché pour l'ensemble de la Chine de CO2, mais l'Europe, elle a précédé tout ça depuis 15 ans. Et donc, l'Europe, elle a mis en place en 2007-2008 un paquet énergie-climat qui est assez exemplaire. Donc l'Europe, elle a une longueur d'avance. Ce qui pourrait affaiblir l'Europe, c'est des positions en son sein qui sont des positions isolées, réservées, prudentes. Je pense à la Pologne, je pense à un certain nombre d'autres pays et les qui pourraient être dans une position un peu plus... Voilà. Et les entreprises européennes, elles avancent, vos alter ego dans les autres pays sont sur la même longueur d'onde que vous? Il y a une mobilisation des entreprises européennes. Vous évoquez justement les distributeurs d'électricité européens qui se mobilisent, qui sont sur cet agenda. Ben pourquoi? On l'a rappelé encore tout à l'heure. C'est que la distribution d'électricité aujourd'hui en Europe, c'est le vecteur de raccordement des énergies renouvelables. Donc l'Europe ne pourra pas avoir des horizons de développement d'énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes si les réseaux électriques de distribution ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. C'est une des priorités actuelles pour l'ensemble des distributeurs d'électricité en Europe. Alors, parmi les personnalités qu'on a rencontrées lors de l'événement que vous aviez organisé, il y avait également Andris Piebalgs, qui était commissaire européen à l'énergie. Et on lui a posé quelques questions. On l'écoute. Pour moi, je crois que c'est une réussite parce qu'il y a encore 5 ans, personne ne croyait pas que l'énergie renouvelable va être compétitive. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce secteur se développe. Aussi, pour l'efficacité énergétique, il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup d'appréciation dans les sociétés. En même temps, il y a encore, pour être aussi honnête, il faut dire que notre émission de serre de gaz sont encore pas diminuées au niveau je voudrais bien. Mais je crois que nous sommes en bonne voie et je suis très optimiste, en tout cas pour l'Europe, que nous faisons notre objectif de lutte contre le changement climatique. Et ici, je voudrais saluer l'initiative de la France avec l'accord de Paris, mais aussi avec toujours pousser dans cette direction. Je trouve que c'est fantastique, particulièrement en temps quand les États-Unis se retirent de l'accord international, que je trouve, cette fact, je trouve très décevant. Mais en même temps, s'il y a les autres pays qui font le travail, je crois que les Américains vont aussi rejoindre un jour. Voilà, tout est dit. Si l'Europe est exemplaire, tout le monde suivra l'Europe. Et ça, c'est... C'était un propos prémonitoire, puisqu'il évoque le retour des États-Unis. Et on a appris ces derniers jours qu'il y avait peut-être une hésitation de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, il y a tout un travail qui est mené au niveau européen. Au niveau de l'entreprise Enedis, il faut penser plein de choses nouvelles. Vous êtes dans l'innovation permanente. Il faut penser réseau intelligent. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos téléspectateurs? Alors, penser réseau intelligent, c'est bien entendu penser
à tout ce qui peut impacter le réseau. Ça veut dire de nouveaux systèmes de pilotage, de contrôle, de monitoring. Vous savez, aujourd'hui, la révolution numérique fait qu'en ayant de plus en plus de capteurs, de plus en plus de moyens de pilotage et de surveillance du réseau, on peut avoir une efficacité de l'ensemble qui va être de plus en plus évidente. Donc, penser les réseaux intelligents, c'est penser à l'intelligence qu'on va de plus en plus injecter dans les réseaux. D'ailleurs, les réseaux, il y avait des fonctionnalités déjà intelligentes. Quand on parle de smart grid, ça ne veut pas dire que les réseaux, avant le concept de smart grid, étaient des réseaux qui n'étaient pas intelligents. Mais simplement, aujourd'hui, l'arrivée massive de la révolution numérique et digitale fait que ça bouleverse complètement l'industrie, les infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire, un réseau électrique intelligent? Ça veut dire que, par exemple, vous avez à Toulouse, dans une ville comme Toulouse, on va mettre des capteurs pour essayer de voir comment l'électricité circule, transite sur ce réseau. On a toujours dans cette région un projet pilote qui s'appelle Smart Occitania, qui vise à voir comment l'arrivée des énergies renouvelables en milieu rural peut être mieux articulé avec l'ensemble de la gestion des flux d'électricité. Sur Nice, on a une plateforme, un démonstrateur Smart Grid qui aussi essaye de voir comment le solaire, par exemple, peut être couplé avec des dispositifs intelligents de stockage. Donc on est dans un chamboulement complet de notre activité industrielle qui était inenvisageable au début de la décennie 2000. C'est-à-dire qu'on était sur... Il n'y avait pas les sauts techniques et les sauts technologiques qu'on voit arriver, le stockage, l'autoconsommation. Bref, autant de domaines dans lesquels nous devons être en mouvement, nous devons être moteurs et à l'initiative de ces bouleversements et nous devons nous adapter. Alors, il y a des innovations françaises et il y a aussi également ce qui se fait à l'étranger. Est-ce qu'il y a des belles expériences, des exemples à suivre ailleurs dans le monde? Sans doute, il y a de belles expériences, mais la France n'a pas à rougir. Elle a aussi réussi quelques très belle mutation. Je veux dire, le réseau français a su, au fil du temps, s'adapter à des changements de politique énergétique. Et il peut regarder ce qui se fait ailleurs, en Chine, aux États-Unis ou sur d'autres continents, mais il peut aussi être fier de ce qu'il est capable de faire par lui-même. Vous savez, j'aime souvent évoquer cette notion. Le service public, il y a en droit, une partie de la définition du service public, c'est la mutabilité, c'est-à-dire l'adaptabilité. Oui. Et bien, on est sur un sujet de mutabilité du service public. Le service public, ce n'est pas quelque chose qui est un invariant. C'est la capacité pour une entreprise de savoir évoluer selon les éléments qui arrivent, qui bouleversent son écosystème. Et je crois que le réseau, en cela, c'est quand même quelque chose qui est... c'est une partie de l'industrie française qui est flexible, adaptable, qui sait muter au fil des changements de la société et notamment des changements climatiques, bien sûr. Alors, il y a de grands enjeux. On a bien compris qu'il y a une prise de conscience, en tout cas très forte en France, que ce soit de l'État, des citoyens et des entreprises qui interviennent. Aujourd'hui, pour Enedis, quelles sont les urgences et les grands enjeux dans les quelques années à venir? Les quelques années à venir, ça va être bien entendu poursuivre, réussir et faire que tous les bénéfices du dispositif de comptage intelligent mis en place à travers le projet et le programme Linky se réalisent. C'est un programme structurant pour notre pays, 5 milliards d'euros mis sur la table. C'est un grand programme industriel. Aujourd'hui, 8 millions de compteurs déjà implantés, déjà positionnés et demain avoir 35 millions de compteurs. Donc c'est des milliers de salariés mobilisés, c'est des sous-traitants qui nous aident dans cette tâche et c'est le fait de ne pas louper le rendez-vous de l'histoire. Les réseaux intelligents, les fameux smart grids, ça démarre par avoir des dispositifs qui comptent ce que vous consommez, ce que peut-être vous allez injecter dans le réseau. Le compteur, il pourra permettre le déploiement et le développement de l'autoconsommation. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas parler de modernisation de réseau des futurs, pour reprendre le terme de notre table ronde, si on n'est pas à ce rendez-vous-là. Et bien entendu, c'est d'autres fonctionnalités sur lesquelles nous devons aussi parler. On a très peu parlé du véhicule électrique, mais le véhicule électrique ne peut pas se faire sans des bornes. Et les bornes, elles sont reliées au réseau. Donc c'est aussi un grand chantier pour une entreprise comme Enedis. Et en tant que citoyen, s'il y avait de grands enjeux à venir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs? J'aurais envie de leur dire qu'il faut penser le fonctionnement plus généralement de la société, notamment française, en réseau, à travers ce qu'apportent les réseaux. Les réseaux, c'est de la solidarité, c'est de secours mutuel, c'est quelque chose qui permet de s'articuler avec son voisin, de bénéficier de ce que son voisin a,
en termes d'électricité par exemple, et de pouvoir lui donner aussi. Et donc aujourd'hui, penser la société non pas de manière isolée, fermée sur elle-même, mais de penser la société à travers sa générosité, son caractère solidaire, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel. Monsieur Derdevet, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. Si vous voulez en savoir plus sur les réseaux du futur et le futur des réseaux, je vous conseille d'aller sur le site de la chaîne avec l'intégralité des tables rondes que nous avons enregistrées lors du Side Event Enedis la veille du One Planet Summit. Et vous pouvez également les retrouver sur le site www.enedis.fr/One Planet Summit. Au revoir et à bientôt.